cellules. En deuxième intention, on peut éventuellement faire la sérologie. Donc là, dans ce cas-là, on prélève un tube sec. On coupe l'IgG et IgM. À noter que les IgM peuvent persister à distance de l'infection. Les anticorps vont sortir après 7 à 10 jours et on aura un pic à 3 à 6 semaines. Donc la sérologie peut venir en complément de la PCR ou en cas de diagnostic tardif. Donc là, on sort tout juste d'une épidémie à Mycoplasma pneumoniae qui est intervenue en fait, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais après l'épidémie de Covid. Donc c'est sûrement la conjonction à la fois du cycle épidémique, donc qu'on disait tous les 4 à 7 ans, et la levée des mesures barrières post-Covid-19. On a eu un pic en janvier 2024, et là on est revenu dans les normales. Donc on avait un taux de résistance au macrolide qui était inférieur à 3%. Et on voit que ça a concerné les tranches d'âge pédiatriques, mais surtout c'est ça, entre 5 et 44 ans, quoi. Donc les gestes simples adoptés finalement, c'était les mêmes que ceux du Covid. C'était pour réduire les risques de contamination, apporter un masque en cas de symptômes, se laver les mains, aérer les pièces, éternuer dans son coude et utiliser un mouchoir à usage unique. Donc en pratique, le mycoplasma pneumoniae sera évoqué devant une pneumopathie aiguë communautaire après un échec d'antibiothérapie par amoxicilline ou augmentin bien conduit après 48 à 72 heures. Il faudra réaliser un traitement sans attendre la radio par macrolide avec azithromycine ou clarithromycine qui doit être efficace dans les 48-72 heures et avoir en tête que la toux va pouvoir perdurer 3 à 4 semaines. Ensuite, dans les mycoplasmes, on va aborder les mycoplasmes urogénitaux. Donc, on avait l'hominis, le mycoplasma hominis, l'uréaplasma uraliticum, l'uréaplasma parvum et le mycoplasma génitalium. Donc, dans quel contexte clinique on est susceptible de les retrouver? On aura des urétrites non gonococciques aigus et chroniques, à mycoplasma génitalium en particulier. Plus rarement, on peut retrouver des épidédimites et des prostatites. On peut avoir des infections gynécologiques avec des cervicites à mycoplasma génitalium, endométrite qui va concerner l'ensemble des mycoplasmes, des salpingites. Et à noter que mycoplasma hominis, il est présent à l'état commensal, donc il va proliférer dans la vagineuse. Mais dans des infections obstétricales, ça va se traduire par des avortements spontanés, de la prématurité. On a uréaplasma et mycoplasma hominis qu'on peut ainsi retrouver dans les chorioamniotites et les bactériémies du postpartum. On a une transmission materno-fétale qui peut avoir lieu et se traduire par des infections néonatales avec des syndromes de détresse respiratoire aiguë et notamment chez le prématuré hypotrophe. Enfin, on peut avoir des infections extragénitales, donc c'est surtout chez le patient immunodéprimé en hypogammaglobulinémie avec des arthrites septiques. On peut retrouver aussi des pyélonéphrites, mycoplasma hominis, donc ça on en a de temps en temps au labo. Et puis on peut avoir aussi des arthrites réactionnelles avec le fameux syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter. Donc là je vous ai remis les manifestations cliniques et par espèce. Voilà, tout ça on l'a dit. Donc le traitement, c'est peut-être la chose qu'on n'a pas citée, vu qu'on est sur des intracellulaires, c'est comme pour le pneumoniae, on va pouvoir traiter du coup par macrolide avec l'azithromycine. Donc en pratique, quand est-ce qu'il faut rechercher ces mycoplasmas urogénitaux? Donc pour hominis, uréaplasma uraliticum et parvum dans le cadre d'infections génitales récidivantes, des urétrites non gonococciques chroniques ou sans autre étiologie d'IST, des infections génitales hommes chez la femme, dans les infections du postpartum non documentées et aussi dans les bilans d'infertilité ou d'hypofertilité. Pardon. Donc on a des recommandations qui sont sorties HS en 2022 qui ont bien posé les indications pour le génitalium.
C'est vrai que ça pose des problèmes pour nous parce que vu qu'on est sur des PCR multiplex, en fait, on est potentiellement on peut tout vous rendre, quoi. Mais en vous le rendant, le problème qu'on aurait, c'est aussi que vous traitiez par excès. Donc au final, on a essayé de respecter ces indications et globalement, si vous n'avez pas besoin du mycoplasme, on vous le rend pas. Donc quand est-ce que vous pouvez en avoir besoin? Donc en présence de symptômes d'infection génitale basse, chez un homme présentant une urétrite non gonococcique, des rectites symptomatiques, notamment chez l'homosexuel homme VIH+, dans le cadre d'orchipidésimite, chez des femmes qui vont présenter un syndrome pelvien sans cause identifiée, des cervicites mucopurulents, des écoulements cervicaux ou vaginaux, des métrorragies, des saignements post-coïtaux, voire des infections génitales hautes de type endométrite et salpingite. En présence de symptômes d'infection génitale basse récurrente ou persistante, en particulier si le mycoplasma génital il n'a jamais été recherché auparavant. Chez les partenaires sexuels actuels des patients infectés par mycoplasma génitalium. Et enfin, pour le contrôle microbiologique post-traitement de l'infection à mycoplasma génitalium, à réaliser environ 3 semaines après la fin du traitement de l'infection. Donc on ne rend pas les résultats en dehors de ces 4 indications. Donc si du coup vous ne l'avez pas demandé, et ben on ne vous le rend pas même si c'est positif. À noter, donc les mycoplasma hominis et l'uraplasma peuvent être présents à l'état commensal, donc ça on l'avait déjà évoqué. Donc les techniques diagnostiques, il va falloir qu'on ait quel type de prélèvement, donc des prélèvements urétro, des premiers jets d'urine et pas des milieux de jets. Donc les premiers jets, pourquoi? Pour justement récupérer les cellules. Ça peut être dans les bilans d'hypofertilité le sperme. On peut avoir des PV soit réalisés par le préleveur, soit par des autoprélèvements. Des prélèvements aussi endocervicaux, endométriaux, des liquides amniotiques, des aspirations nasopharyngées ou des liquides gastriques chez le nouveau-né dans le cadre des SDRA. Donc on a bien insisté sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de rechercher chez la femme les mycoplasma hominis et les uraplasma en tant qu'agents étiologiques de cervicite, car ils sont présents dans la flore commensale. Et le diagnostic de vaginose, en fait, il va être retenu sur l'examen direct avec le score Nugent qui va montrer un déséquilibre de la flore vaginale avec un appauvrissement en lactobacille au profit de la flore anaérobie et de Gardnerella vaginalis. Chez l'homme, c'est la même chose, il n'y a pas lieu de rechercher mycoplasma hominis et uraplasma parvum en tant qu'agent d'urétrite. Et finalement, uraplasma uréliticum, on le recherchera seulement en l'absence de diagnostic du ST et en présence d'urétrite. Donc là, on peut faire des PCR qu'on qualifie de quantitatives et spécifiques d'espèces. Alors en fait, pourquoi quantitative? Finalement, c'est une semi-quantification. Et la différence par rapport à du qualitatif où on va rendre juste positif, négatif, c'est que là, on va pouvoir estimer une quantité en fait. Donc on avait dit qu'on réalise plus la culture. Et donc on va faire ces fameuses PCR multiplex qui se traduisent par des signaux avec des courbes exponentielles comme ça. Là. Nous on a 2 panels de PCR en IST. Donc on a un panel qui contient du Chlamydia trachomatis, du gonocoque, du Trichomonas vaginalis et du génitalium. Et puis on a un autre panel de PCR qui contient les 4 premiers plus les 3 suivants. D'ailleurs il y a une erreur là, c'est uraplasma parvum. Je le corrige comme ça vous l'aurez propre. Alors le parvum en pratique on considère qu'il n'est pas pathogène, donc en fait on vous les rend pas nous sur les PCR. Donc après si on détecte le génitalium, on pourra aussi en test réflexe rechercher par biomol des résistances aux macrolides et plus ou moins les fluoroquinones. Donc ça dépend de la composition des tests. Donc, parfois on a macrolide et quinolone couplés, parfois on a que macrolide, et dans ce cas, si les macrolides sont résistants, on envoie dans un deuxième temps la PCR pour les fluoroquinolones. Donc ça rejoint finalement une philosophie de diagnostic avec une approche syndromique. Donc
où on regroupe des germes responsables de mêmes symptômes. Donc on a des panels qui ont été développés pour les infections neurologiques, d'autres pour les infections respiratoires et puis d'autres pour les infections génitales. Pour le Mycoplasma genitalium, donc le prélèvement, on a dit premier jet d'urine ou auto-prélèvement. On va faire le diagnostic uniquement par PCR. Et on va traiter uniquement les formes symptomatiques. Donc on traitera le partenaire sexuel et le traitement en première intention sur l'azithromycine péros. En deuxième intention sur une quinolone, la moxifloxacine, qui a pour particularité, je rappelle, de longer le QT. En troisième intention, la doxycycline. Et en quatrième intention, la prestinomycine. Alors la doxy, pourquoi elle arrive en troisième intention? Parce que finalement, il y a pas mal de résistance dès le départ, c'est 65% de résistance. Pour rappel, la sensibilité aux antibiotiques des mycoplasmes, on a des résistances naturelles. En l'absence de parois, du coup, on n'a pas de bêta-lactamine qui marche, ni de glycopeptides. Et finalement, quels vont être les antibiotiques actifs? Donc ça va être les tétracyclines, équinolone, macrolide et apparentés. On peut avoir des résistances acquises sur ces molécules, donc c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas présentes initialement, et elles vont être acquises après exposition à des traitements, par exemple, ou parce que le germe qui a été transmis était résistant. Donc ça peut concerner le gène TET-M pour les tétracyclines. Donc là on voit pour le génitalium 60% de résistance. Pour le Mycoplasma pneumoniae, on avait vu qu'on était assez tranquille, on avait moins de 3% de la dernière épidémie. Et là je vous ai mis les dernières données que j'avais du CNR de Bordeaux. Donc pour génitalium c'est 38% quand même de résistance au macrolide. Donc la mutation de la résistance doit être ainsi recherchée systématiquement. Donc ça c'est le ROCO-HS 2022. On voit quand même qu'on a une répartition de cette résistance qui est inégale entre hommes et femmes, puisqu'on a 51% chez les hommes versus 29% chez les femmes. On a 67% chez les HCH, contre 33% chez les hétérosexuels. Après, je vous épargne les mutations qui sont plus fréquentes. Et la résistance semble stable au niveau de ces 3 dernières années. Pour les quinolones, on a quand même 23% de résistance. Et là aussi, avec un déséquilibre homme-femme, 34% des hommes versus 15% des femmes. Avec des résistances là aussi stables ces 3 dernières années. Si on veut pousser un peu plus loin, il faut savoir qu'on a un clone du Mycoplasma genitalium résistant au macrolide et au furoquinone qui circule en France et plus particulièrement à Paris dans la communauté HSH. Donc on le voit, il est là, là on a en bleu la résistance au furoquinone, en rouge la résistance au macrolide, et donc plus ces deux-là, on a ce fameux clone ST59 qu'on retrouve ici. Donc là c'est un petit résumé de tout ce qu'on a dit, donc je reviens pas dessus, vous l'aurez vos fiches. Et là je fais juste une diapo sur ce mycoplasma qui a été découvert il y a quelques années sur des syndromes un peu particuliers, où en fait au niveau clinique on peut retrouver une splénomégalie, une altération d'état général, une fièvre prolongée, une anémie hémolytique auto-immune, plus ou moins un syndrome d'activation macrophagique avec parfois des décès sur piqûre spontanée de rate. Donc ça a été retrouvé dans le Pacifique avec Mycoplasma AME Calais 2006. Et donc la particularité au niveau biologique, c'est qu'on va avoir un syndrome inflammatoire, une hypergamma-globulinémie polyclonale, une plasmocytose médulaire réactionnelle. Donc on a un réservoir animal par les roussettes, qui sont des chauves-souris frugivores, dans le Pacifique et l'océan Indien. Mais pour l'instant, l'océan Indien, on l'a pas mis en évidence. Après, l'a-t-on bien recherché? Je suis pas sûr. Mais bon, si on avait eu des syndromes comme ça, on aurait quand même pensé. Donc ça a été retrouvé en Australie, moi je parlais de la Réunion, en Australie et Nouvelle-Calédonie à Singapour. Donc comment le mode de transmission il est inconnu, mais probablement c'est via un contact avec les fluides corporels, du sang, urine ou fesses de roussette.
par consommation de roussette peut-être, qui a lieu dans certains rituels, ou par consommation de fruits contaminés par les fluides. Donc le traitement, c'est les tétracyclines et le diagnostic, c'est par PCR. On va enchaîner sur les chlamydia. Donc là, on en a un avec un tropisme génital qui est le chlamydia trachomatis, et deux autres qui ont un tropisme respiratoire avec chlamydia pneumoniae et psittaci. Donc là, ce sont des bactéries intracellulaires obligatoires. Donc les prélèvements doivent contenir des cellules pour les avoir. Pour chlamydia psittaci, donc c'est une zoonose ou ornithose, parce qu'on va le retrouver chez les oiseaux. Donc on parle de psittacose. C'est une maladie, c'est ce que j'étais en train de regarder là, juste avant que vous vous connectiez, qui est sûrement sous-estimée. Là, on avait une alerte de l'OMS qui montrait un doublement du nombre de cas de psittacose sur plusieurs pays européens. Et cette recrudescence, elle pourrait être liée aussi à l'utilisation de mangeoires des oiseaux qui ont été petit à petit installés dans les jardins. Vous l'avez compris, dans les facteurs de risque, il faut une exposition aviaire. On va le retrouver chez beaucoup d'éleveurs de canards, avec des séroprévalences quand même plus élevées, mais aussi de poulets, dindes, pigeons, perruches. Donc chez les animaux, on n'aura pas forcément des signes cliniques. On peut les avoir chez les perruches. L'incubation, c'est 1 à 2 semaines. Ça va pénétrer par voie aérienne. On va avoir une multiplication locale, puis un transport par les macrophages dans le foie, puis la rate. Là, ça va se multiplier et disséminer à d'autres organes. Ce qui est finalement le mécanisme un peu commun de ces chlamydia. Donc ça va se traduire par une pneumopathie interstitielle atypique, avec une toux sèche, des signes généraux intenses et extrapulmonaires, donc une fièvre élevée, des frissons, céphalées, photophobie, myalgie, des troubles de la conscience, plus ou moins de la splénomégalie. Ça peut se traduire par des SDRA, des complications neuro-hépatiques, rénales, hématologiques. Donc le diagnostic peut être fait via souvent le diagnostic d'orientation, donc le diagnostic clinique, radiologique et le comptage. Donc bien s'attarder sur l'interrogatoire. Au niveau imagerie, on aura des opacités mal systématisées, des anomégalies médiastinales, des épaississements des travées hylophréniques ou des images réticulonodulaires diffuses. Pensez d'un diagnostic différentiel à la fièvre Q et à la légionellose. Au niveau biologique, en fait, on va faire le diagnostic surtout par sérologie. On a une séroprévalence faible, donc dès qu'on va avoir des anticorps, globalement on sait que ça va être ça. Il faudra faire 2 sérologies à 3 semaines d'intervalle, avec un premier sérum au moment d'un signe clinique, et on doit pouvoir objectiver en fait une augmentation du titre d'anticorps. Je vous parlais tout à l'heure de la cinétique, ben voilà. Les anticorps doivent augmenter x4 pour les IgG. Et éventuellement la PCR, mais ça c'est un diagnostic qui est plutôt réalisé dans les CNR. Donc là on le fait pas nous à La Réunion. Et à La Réunion, tous les cas sur lesquels on y pense, en fait tout revient négatif. Donc voilà, on se pose encore des questions sur la psittacose à La Réunion. Il y a une petite étude en cours là-dessus. Le traitement sera représenté par la tétracycline Péros pendant 10 jours. Chlamydia pneumoniae, pour le coup beaucoup plus fréquent, avec une transmission interhumaine par les voies respiratoires. On a une séroprévalence, je vous disais, qui est élevée chez le sujet âgé, donc 80%, et on voit qui baisse avec l'âge. Donc on est à 10% chez les 5 à 10 ans. Il faut savoir que les anticorps sont non protecteurs, donc les réinfections sont possibles. Et donc là finalement ça va être intéressant de pouvoir utiliser ces fameux panels de PCR syndromique respiratoire. Au niveau clinique, là aussi on aura une pneumopathie atypique communautaire interstitielle, des trachéobronchites, des pharyngites, des sinusites. Ça sera bénin le plus souvent, sauf chez l'immunodéprimé. Et là aussi le traitement
par tétracycline, macrolide, fluoroquinolone. Ensuite, pour les infections sexuellement transmissibles, on a le chlamydia trachomatis. Donc lui, il va générer Bon bah non mais c'est pas grave, je vais partir. Je vais descendre, mais c'est juste que